C'est un plaisir d'être avec vous ici cet après-midi pour vous parler de deux éléments qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire le travail du RQIS. Bon, depuis là, je suis impliqué depuis une dizaine d'années maintenant dans cette organisation-là à divers titres, et de vous présenter les fruits de cet extraordinaire mandat qui a été permis grâce aux organismes que vous avez entendu tout à l'heure. En premier lieu, l'Université de l'Ontario français, donc, qui a lancé ça, puis l'initiative de Linda qui a réussi à regrouper ces gens-là qui ont formé un comité tout à fait exceptionnel. Le début du RQIS, vraiment, dès ses débuts, c'était aussi intéressé à la mobilisation des connaissances. Alors, c'est intéressant un peu de voir à quel point la mobilisation des connaissances et l'innovation sociale peuvent être des éléments qui sont liés. On a juste à regarder du côté de la définition de l'innovation sociale hein, que propose le RQIS maintenant depuis plusieurs années. C'est une définition, oui, bon, on retient souvent les éléments, là, que c'est un nouveau service, une nouvelle sorte d'intervention, une nouvelle loi, un nouvel type d'organisation qui répond adéquatement à des besoins existants. Mais l'élément ici que je voudrais vous faire remarquer davantage, c'est l'élément que ces projets-là, ben, ils doivent avoir trouvé preneur. C'est un élément essentiel de l'innovation sociale, cette idée-là d'interaction entre ceux qui génèrent cette solution et ceux qui sont là pour la recevoir, se l'approprier et l'établir de façon durable dans leur communauté, sur le terrain. Alors, cet élément-là d'interaction est absolument fondamental. C'est la vision qu'a le RQIS et qu'on a en général en innovation sociale. Alors, tout de suite, on voit poindre un peu l'idée de l'interactivité puis de la mobilisation des différents acteurs. Alors, on peut voir aussi, bon, dans les clés que proposait le RQIS dans ces différents documents, notamment là, les acteurs de l'innovation sociale, on voit que l'une des clés, c'est bon, justement l'interaction et la collaboration, qui sont des éléments sans lesquels l'innovation sociale ne serait pas possible. Alors, c'est avec cette importance accordée à la mobilisation des connaissances que le RQIS avait lancé en 2009 un chantier auquel j'avais eu la chance, justement, une fois de plus, ben, d'être responsable. J'avais eu la chance d'en être responsable. Je crois qu'il y a certaines des personnes en ligne même qui étaient présentes à l'époque, qui ont eu la chance là, aussi de faire partie de ce projet. C'était comment dire, un projet qui a regroupé encore là une vingtaine d'organisations. On a fait un nombre d'entretiens, j'ai fait des entretiens auprès de ces organisations-là. On s'était ensuite tous regroupés pour échanger sur les pratiques de pointe en mobilisation des connaissances. Et ce qui est intéressant, bon, on a encore de ces organisations qui sont présentes ici aujourd'hui avec nous et qui tournent autour du RQIS. Là. Je vais en nommer quelques-uns. On a, bon, le CETREC, on a, bon, à l'époque, on l'appelait le CLIP, c'est aujourd'hui Humanovis. Alors, on avait des gens de ces organisations-là. On avait des gens de, bon, la RUC en économie sociale, c'est un peu, en quelque sorte, une des racines du chantier de l'économie sociale. On a la QCPE, on a des universités comme l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Montréal. Alors, on a ces acteurs-là, ils sont toujours présents et c'est plaisant d'avoir la chance de s'interpeller de nouveau aujourd'hui et pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec le travail qu'on vous propose aujourd'hui, le fruit de ce diagnostic-là? Ben, c'est de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé justement dans cet intervalle. Et le travail du RQIS de 2009 nous sert un peu de mesure de base, en quelque sorte, de façon à ce qu'on puisse se comparer dans la situation actuelle à une situation qui prévalait il y a 10 ans de ça. Alors, c'est ici que se termine, ben, non pas que se termine, en fait, se termine un et débute l'autre, c'est le diagnostic dont on vous parle depuis le début. Vous pouvez voir ici un avant-goût de ce à quoi il aura l'air. Alors, c'est un diagnostic qui a été généré bon, dans les derniers mois, fruit de travail là, de recherche assez intense. Donc, on vous en parlera davantage là, au cours des projets, vous en parlerez davantage au cours des prochaines minutes. Il sera rendu disponible dans les mois à venir, alors on vous invite à être patient. On vous laisse voir quelques bribes aujourd'hui, mais dans peu de temps, vous aurez l'occasion de le lire en détail. Nous le souhaitons ardemment. Alors, je vais mettre fin ici au premier bloc et peut-être prendre certaines questions s'il y en a. Stéphane, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci?
semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Alors, n'hésitez pas. C'est la possibilité que vous avez de poser questions si cette genèse-là vous intrigue ou quoi que ce soit. Vous aurez encore la chance d'y revenir, hein, si la question vous vient plus tard. Vous pourrez la poser en cours de séance et on y répondra dans la section là, réservée aux questions à la fin du webinaire. Donc, j'enchaîne sans plus tarder avec la prochaine partie, celle qui vous intéressera probablement le plus, c'est-à-dire on commence à entrer dans le contenu du diagnostic. Ce travail qui a été fait, hein, c'est un travail de recherche, puis on parle, l'élément central, c'est la mobilisation des connaissances. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de mobilisation des connaissances? On parle essentiellement d'un mouvement qui a permis une meilleure connexion entre le monde de la recherche et les praticiens sur le terrain. Donc, il y a vraiment le concept, l'idée de démocratisation du savoir, de faciliter l'accès à ce savoir-là qui est généré, non pas seulement dans les universités, dans des laboratoires ou dans des équipes de recherche, mais aussi sur le terrain. Et donc, de favoriser le développement d'un terrain qui permette, un espace qui permet le croisement de ces différents savoirs-là et qui les met plus en valeur pour le développement autant de la recherche que des pratiques dans divers secteurs, que ce soit l'économie, la santé, le développement durable, pour en nommer seulement quelques-uns. Donc, ce mouvement-là, de la mobilisation des connaissances, il s'est accentué de façon considérable depuis 2005, où on a commencé à utiliser le terme au CRSH. Alors, ça a commencé à prendre de l'expansion. Et c'est un peu ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Ce sont les tendances, les 7 tendances qui ont été les plus marquantes dans les différents documents qu'on a scrutés, les personnes à qui on a parlé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour, si on veut détecter ces tendances-là? Essentiellement, on est allé voir un peu les définitions. Quelles sont les définitions, sans se lancer dans un essai épistémologique approfondi? On a regardé quelles étaient les définitions qui étaient les plus utilisées par les temps qui courent. Puis on a observé ça. On a observé aussi les écrits, 138 écrits issus, autant des écrits scientifiques, donc produits par la recherche avec comité de lecture et tout ça, mais aussi la littérature grise, donc pour avoir accès à de la littérature qui est conçue pour des professionnels et qui traite de sujets intéressants pour la mobilisation des connaissances. Donc, tout ce qui a été produit par des chercheurs québécois travaillant en sol québécois, mais aussi pour des chercheurs québécois de l'extérieur ou des chercheurs qui ont fait du Québec leur terre d'accueil, mais qui travaillent aujourd'hui dans des universités québécoises. Donc, on a scruté attentivement leurs écrits. On a aussi fait un tour le plus exhaustif possible de toutes les ressources qui existent actuellement en 2020 en mobilisation des connaissances, c'est-à-dire quelles sont les organisations qui travaillent en mobilisation des connaissances, qui en font un objectif principal de leur action. Quels sont les centres de recherche, les chaires, les réseaux de recherche qui ont une composante mobilisation des connaissances qui soit vraiment bien identifiée, qui soit mise de l'avant. Ensuite, on a vu les outils qui ont été développés en mobilisation des connaissances, les formations également. Alors, en faisant ce tour-là, on a pu tracer un panorama de la situation actuelle au Québec et ça nous a permis de voir justement sortir ces grandes tendances. Mais sans plus tarder, allons-y avec ces tendances. La première qu'on a pu observer, c'est le fait que la mobilisation de connaissances tend de plus en plus vers un mode axé sur la co-construction de nouveaux savoirs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si au départ, on avait peut-être une dynamique qui était davantage axée sur le transfert de connaissances ou une connaissance qui était générée dans les universités était peu à peu, si on veut, diffusée ou vraiment transmise vers des milieux de pratique de façon très unilatérale, on a peu à peu migré vers une approche où on a des mesures puis des moyens qui ont été développés pour permettre plus une interaction entre les milieux et un partage, un échange et la construction de nouveaux savoirs qui sont issus du croisement des savoirs scientifiques et des connaissances issues de la pratique, de l'expérience, de la culture. Donc, on voit nettement cette accentuation-là vers une approche de co-construction plutôt que de simplement diffusion d'une recherche. Ça, c'est vraiment un élément qui est ressorti de façon extrêmement marquée. Deuxième tendance, la popularité croissante de la mobilisation des connaissances dans les universités puis les milieux de pratique. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a fait une recension des différents éléments, des différentes organisations. Alors, ça nous a permis de constater que comparativement à 2009, à l'époque où le RQIS
a fait sa propre recherche. Il y avait eu explosion, littéralement, du nombre de centres de recherche, de réseaux de recherche, pour lesquels la mobilisation des connaissances était un élément, non pas seulement un petit complément, mais un élément central, moteur à leur organisation. Puis on voit la même chose aussi dans des organisations de la société civile ou, si on veut, de toutes sortes de secteurs d'activité, donc non universitaires, mais qui ont une implication et qui font de la mobilisation des connaissances une partie non négligeable de leur travail. Et ça, on le voit en santé, on le voit encore là en développement durable, on le voit dans le développement urbain, toutes sortes de secteurs qui se sont dotés ou de lignes directrices pour la mobilisation des connaissances, donc faciliter la collaboration avec la recherche universitaire ou encore la création de postes au sein de ces organisations-là qui ont pour but de faciliter les liens avec la recherche et aussi la production de solutions en lien avec la recherche, donc pour faire la fameuse co-construction dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Par la suite, on a vu que les pratiques de mobilisation de connaissances, un peu par la force des choses, sont de plus en plus diverses. On a plus de personnes qui sont impliquées, donc il y a eu une diversification de ces pratiques-là. Cependant, ce qu'on note, c'est qu'il y a encore, à ce stade-ci, après une dizaine d'années d'efforts plus intensifs, encore peu de formalisation, c'est-à-dire que les pratiques sont encore un peu, on pourrait les qualifier de bricolage, c'est-à-dire qu'elles sont faites et on réinvente assez régulièrement la roue dans différents projets. Lorsqu'on voit des projets de recherche qui sont développés, ce sont des méthodes qui sont développées qui sont uniques. Si on peut croire qu'il y a un bénéfice à ajuster les méthodes pour qu'elles s'adaptent bien au contexte dans lequel on se trouve, c'est peut-être, on peut déplorer par contre qu'il n'y ait pas une systématisation un petit peu plus poussée, de sorte que ces outils-là soient rendus disponibles et plus facilement actionnables en cours de route par des nouveaux groupes qui voudraient s'approprier de ces outils. Alors, cette formalisation-là viendra peut-être avec le temps, mais en ce moment, on voit que ça manque quelque peu. Et ce qu'on voit en corollaire de ça, c'est donc des fois un manque de précision des outils qu'on peut trouver. Autre tendance, la multiplication des formations offertes. On voit des formations qui ont été développées, on note des diplômes, je pense à ceux offerts par l'INRS, la fameuse PRAP que certains connaissent. Il y a également l'Université Bishop qui a commencé à offrir un diplôme en mobilisation des connaissances depuis peu de temps. Alors, on a des diplômes bien consolidés qui se déroulent sur plusieurs semestres, mais on a aussi des cours offerts. On a également des cours en ligne massifs, les fameux MOOC, qui ont été offerts notamment à l'Université de Montréal, très bien fait, une offre qui vraiment répond à une demande. On a aussi des formations plus courtes qui forment sur certaines compétences qui sont très utiles à la mobilisation des connaissances. Par contre, ce qu'on note, cet effet-là, c'est que les besoins sont encore très forts et l'offre est incomplète. Mais peut-être que cela tient à la multiplicité des besoins et la variabilité des besoins d'une personne à l'autre. Les universitaires ou les étudiants universitaires auront une série de besoins, alors que les gens des milieux de pratique ont une autre série de besoins. C'est parfois difficile de concilier les besoins des uns et des autres pour leur permettre d'être des acteurs plus productifs dans la mobilisation des connaissances. Alors, on voit encore cette recherche-là de la bonne façon de former les gens, de leur permettre d'avoir les compétences nécessaires pour vraiment pouvoir être des acteurs plus productifs en mobilisation des connaissances. Maintenant, du point de vue des systèmes qui sont mis en place pour le TC, le transfert de connaissances, on note vraiment une recrudescence, non pas de recrudescence, mais une croissance des recherches qui sont faites sur la mobilisation et le transfert de connaissances. Donc, ça, c'est intéressant de voir ça. Ça veut dire que c'est un milieu qui est réflexif, c'est un milieu qui réfléchit sur ses actions, qui fait en sorte que ce qui est prôné, c'est-à-dire l'utilisation, par exemple, de la recherche dans la pratique, est appliqué à son propre milieu. Donc, les gens qui travaillent en mobilisation des connaissances tentent de baser leur pratique sur, quand c'est possible, des données probantes, mais à tout le moins, en tout cas, il y a une réflexion qui est entamée et les écrits pour décortiquer comment se fait la mobilisation de connaissances, quels sont ses impacts ou le manque d'impact a vraiment explosé au fil des dernières années. Puis on voit aussi la naissance de revues spécialisées libres d'accès comme la revue TUC de l'équipe Renard, donc à l'Université de Montréal, qui ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur.
Et on trouve aussi des textes dans toutes sortes d'autres revues sur la mobilisation des connaissances. Alors, cette réflexion-là, elle percole, elle se retrouve dans des écrits et fait aussi l'objet de beaucoup de congrès, de forums, de séminaires, de webinaires qui permettent la diffusion des idées liées à la mobilisation des connaissances. Donc, une systématisation, une étude de ces systèmes-là également. Maintenant, ce qu'on constate lorsqu'on voit ces études-là, puis qu'on observe le secteur, c'est qu'il y a des canaux, les secteurs où il y a des canaux de diffusion qui sont clairs, qui sont définis, qui sont efficaces, ce sont ceux qui sont les plus actifs. Alors, il n'y a pas de hasard là. Ceux qui sont les plus actifs développent leurs canaux et obtiennent de meilleurs résultats. Alors que ceux qui sont à leur premier pas, qui font leurs premières armes, ont parfois justement des méthodes qui sont moins claires. Donc, il n'y a pas de hasard entre le niveau de succès et le niveau de développement, la façon de s'investir. Il y a une certaine corrélation entre les deux éléments. Ce n'est pas un hasard lorsqu'on obtient du succès dans des démarches de mobilisation des connaissances. Ce n'est pas très surprenant, on va le voir un petit peu plus tard. La mobilisation des connaissances, c'est un processus qui est complexe et qui demande beaucoup d'apprentissage en cours de route et pour laquelle l'expérience vraiment renforce de beaucoup les résultats. Alors, voilà pour cette autre tendance. Finalement, la dernière tendance dont je voudrais vous parler cet après-midi, c'est l'absence de travaux sur l'incorporation de la mobilisation des connaissances dans le curriculum. C'est quand même encore surprenant de voir à quel point, dans le monde universitaire, on considère peu les travaux faits en mobilisation de connaissances pour la promotion et l'avancement de la carrière des chercheurs universitaires. La mobilisation des connaissances est encore vue comme un extra au travail classique des chercheurs, de sorte que ceux qui décident de s'y investir le font à un coût fort, c'est-à-dire qu'ils doivent négliger parfois des activités qui pourraient les faire avancer davantage leur carrière. Donc, c'est une question vraiment d'engagement important. Et ça se fait poser la question jusqu'à quel point on voit du succès en mobilisation de connaissances grâce aux ressources qui sont investies en mobilisation des connaissances ou en dépit du peu de ressources qui est offert aux professeurs universitaires pour avancer dans ce secteur-là et développer leurs activités. Alors, on voit encore qu'il y a des trucs qui accrochent entre cette vision-là, cette importance-là qu'on accorde à la mobilisation des connaissances et d'un côté, l'appui qu'on donne à ces artisans. Et on pourrait dire un peu la même chose dans le milieu pratique où l'implication par les praticiens dans la mobilisation des connaissances est très exigeante et parfois on n'a pas toujours les ressources nécessaires dans les organisations pour que ces personnes-là se lancent vraiment pleinement dans les activités de mobilisation des connaissances. Voilà donc pour la partie des tendances. Je pense qu'il y a plus de questions que lors du premier bloc, alors on va se prendre un instant pour décortiquer certaines de ces questions-là. Stéphane, je t'écoute. Alors, bonjour. Oui, j'ai reçu au-dessus de 10 questions qui tournent autour de la première section qui a été présentée. Donc, les premières portent plus sur l'aspect des définitions. Une question que j'ai qui est sur la mobilisation des connaissances. Est-ce que ça fait référence à des zones, des études grises qui peuvent correspondre à des recherches, actions où des organismes communautaires peuvent documenter les impacts au sujet d'un projet ou d'une approche? Absolument. Quand on parle de recherche-action, on pourrait décliner, si on se lançait dans un essai de définition, on pourrait le décliner de toutes sortes de façons. La mobilisation de connaissances n'est pas nécessairement une approche complètement nouvelle. On retrouve des racines qui remontent à des décennies. Donc, c'est pas complètement nouveau. Et cette participation-là, justement, des organismes communautaires, par exemple, à la recherche, elle date de nombreuses années. Et oui, on peut le qualifier de mobilisation des connaissances. Et c'est, on continue simplement de perfectionner ces méthodes-là. Ce qui a changé peut-être aujourd'hui, c'est le cadre dans lequel se font ces travaux-là, qui est plus structuré, justement, qui est plus appuyé. Il y a des programmes pour spécifiquement venir en aide à ces projets-là. Autre question, et Luc, tu m'excuseras si, parce que je reçois des questions au fur et à mesure que tout le monde écoute, donc j'essaie de faire des synthèses des questions et de les regrouper, et j'écoute pas ce que tu dis pendant que je lis les questions, évidemment, donc ça se peut que déjà répondu des questions, alors n'hésite pas à couper court. J'ai une question concernant sur le fait, est-ce que essentiellement, quand on parle de mobilisation des connaissances, est-ce que c'est la rencontre de la collaboration entre le milieu universitaire, de la recherche et la pratique?
Oui, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est effectivement, la mobilisation de connaissances peut être vue comme l'aménagement de cet espace-là, puis de ces mécanismes qui permettent c'est-à-dire une relation plus égalitaire, plus équilibrée entre, d'une part, la sphère universitaire et d'autre part, la sphère de la pratique. Si autrefois, en tout cas, on pouvait voir une certaine prépondérance du monde universitaire qui, certains voyaient, prenaient de haut les milieux de pratique et leur faisaient cadeau de leur savoir. Aujourd'hui, on essaie de développer ces mécanismes qui permettent au savoir expérientiel, au savoir issu de la pratique, de se faire valoir et d'être vraiment mis à profit pour, on dit, construire. On parle de co-construction, hein, du savoir, de coproduction. Alors, c'est ça, c'est la jonction de ces savoirs scientifiques et de ces savoirs d'expérience pour générer de nouvelles connaissances qui pourront être mises à profit pour la société. Voilà. Merci. Est-ce que cette dynamique-là, elle est aussi observable dans les centres de recherche en milieu collégial? Absolument. Je m'en veux un peu d'avoir pas mentionné davantage depuis le début les centres collégiaux de transfert, notamment ceux en pratique sociale novatrice, qui sont extrêmement prolifiques, c'est dans le cœur même de leur mission. On parle souvent d'être dans l'ADN de la mission. C'est tout à fait vrai dans le cas des centres collégiaux de transfert, qui sont vraiment axés sur la pratique et sur la recherche axée sur le terrain. Donc, on voit de très, très beaux exemples, et ça depuis, ma foi, peut-être environ 2005, les premiers centres, notamment là, au Saguenay, qui ont fait école, qui ont été justement dans la première vague, lors des premières premières années du RQIS. Il y a eu tout de suite des liens avec ces centres collégiaux-là, parce qu'il y a de la magnifique recherche qui s'y fait. Peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on a combien de temps encore pour des questions. Mais donc, concernant plus l'aspect évolution et formalisation des processus, est-ce que on constate donc que c'est peu formalisé, ça semble être peu formalisé. Est-ce que il y a est-ce qu'il y a un effort de formalisation qui se fait et est basé sur quel cadre de référence? Et dans ce fil-là, est-ce qu'on voit une évolution avec les années, parce qu'il y avait quand même un certain temps que ça se pratique, mais comment ça évolue et sur quoi ça se base? Bien, je pense qu'on peut avoir confiance avec la multiplication des forums, des espaces pour discuter, pour échanger sur ces pratiques-là. Il va y avoir, puis il va y avoir des guides aussi qui vont être développés, puis donc des ouvrages ou des espaces où ces méthodologies-là seront mises en commun et viendront à se cristalliser un peu plus, puis à être rendues plus facilement disponibles qu'elles le sont à l'heure actuelle. Je pense que le temps va faire beaucoup à l'affaire, c'est-à-dire que les choses vont se solidifier, les bases vont se solidifier également. Puis, avec la multiplication des personnes qui sont ne serait-ce que sensibilisées ou même expérimentées, ayant plusieurs années là, de travail derrière la ceinture, bon, ils vont réussir à structurer ce champ-là. Je pense que c'est encore un peu l'effet nouveauté, puis qui a fait obstruction. Mais avec le temps, je crois qu'on va réussir à avoir des outils plus facilement accessibles. On voit déjà que certaines trousses qui sont rendues disponibles, mais elles sont encore trop peu connues. Et justement, là, je pense qu'il a besoin d'être mis un petit peu plus de l'avant pour que il y ait cette formalisation-là et qu'on la note. Très bien. On a une autre question ou on poursuit? Je pense qu'on peut poursuivre, puis si on a d'autres questions, on pourra les prendre dans le bloc final. On s'assurera de laisser assez de temps pour continuer le dialogue. Très bien. Donc, j'invite les gens toujours à utiliser questions-réponses pour poser vos questions. Je les reçois et l'outil permet de répondre des fois par écrit, mais étant donné que je pose les questions à Luc, vous ne verrez pas les questions. Je fais une synthèse des questions en tant que telles au fur et à mesure qu'il me laisse envoyer. Alors, voilà. Merci. Merci Stéphane. Alors, on va poursuivre pour ce troisième bloc-là sur les éléments fondamentaux de la mobilisation des connaissances. Vous verrez que j'en ai mentionné certains depuis le début de mon exposé. Et en fait, lorsqu'on s'est réunis avec le comité pour générer ce diagnostic-là, puis au fur et à mesure que j'apportais des nouveaux éléments, on s'est rendu compte de quelque chose de... Bon, OK, on peut dire qu'on s'attendait. Il y a 10 ans que ça, le RQIS avait énoncé 10 éléments clés pour la mobilisation des connaissances. Et bon, on a dressé la liste et on s'est rendu compte 10 ans plus tard qu'ils n'avaient pas pris une ride. Encore aujourd'hui, c'était 10 éléments qui étaient absolument fondamentaux à la mobilisation des connaissances.
mais à la fois à l'innovation sociale. Jusqu'à un certain point, on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de l'innovation sociale, qu'est-ce qui est de la mobilisation des connaissances. C'est-à-dire que je pense que l'innovation sociale ne peut se faire sans mobilisation des connaissances et les possibilités que la mobilisation des connaissances nous conduise vers des innovations sociales sont assez élevées, sans que ce soit nécessairement lié. Le niveau de proximité entre ces deux concepts-là et les éléments qui font qu'elles se renforcent est assez exceptionnel. Donc, lequel a préséance sur l'autre, c'est pas vraiment important de le mentionner, de le dire ou de déterminer plutôt, mais en tout cas, il y a assurément une proximité. Mais bon, sans plus tarder, énonçons quels sont ces 10 éléments fondamentaux. Ce sont des éléments fondamentaux que les organisations, que ce soit du côté de la recherche ou des milieux de pratique, gagneront à renforcer, donc de développer les compétences en leur sein pour arriver davantage à renforcer ces différents éléments. Alors, bon, dans un premier temps, il y a l'idée du facteur humain. Évidemment, le facteur humain est au cœur de la démarche. Oui, ça pourrait être dit sur de nombreuses activités, mais en termes de mobilisation des connaissances, c'est qu'il y a vraiment l'idée du capital de relation qui doit être développé. Et on voit à quel point, sans un développement minimum de ça, la mobilisation des connaissances fonctionne beaucoup moins bien. Il y a vraiment une relation très étroite entre la qualité du capital de relation et la qualité des activités de mobilisation de connaissances qui sont réalisées. De là, le temps que ça prend à nouer ces relations et le temps que ça prend à générer des résultats dans une approche de mobilisation des connaissances. Ensuite, un deuxième point, construire avec les différences. Dans ce cas-ci, ce qui se passe, ce qui rend les choses complexes, parfois difficiles, c'est tous les degrés de différence qu'il peut y avoir. On peut parler de différences culturelles, on peut parler de différences des savoirs. Hein. Je parle depuis le début de connaissances scientifiques d'un côté, connaissances issues de la pratique de l'autre, connaissances expérientielles. Donc, la jonction de ces savoirs-là et le choc des savoirs, si on veut, peut amener des frictions et rend les choses quand même difficiles. Il faut savoir travailler le choc des expertises aussi. Donc, toutes ces différences-là, avec des groupes issus d'univers différents qui se rencontrent, ça demande d'avoir ces compétences-là pour unir et vraiment réussir à travailler avec ces différences-là. Ça demande vraiment un doigté particulier. Ensuite, le numéro 3, le processus qui doit répondre à un besoin identifié. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la définition de l'innovation sociale qu'a énoncé le RQIS il y a de ça nombreuses années. Il y a vraiment cette idée-là que le processus doit répondre à un besoin. Il ne peut pas être généré ex machina et ensuite transféré dans un milieu. Il doit être conçu avec ce milieu. Et c'est là l'essence même de la mobilisation des connaissances. C'est de travailler avec les personnes qui expriment le besoin depuis le début, non pas seulement à la fin en leur suggérant des connaissances qui ont été développées vraiment hors du secteur, mais plutôt de travailler du jour 1 et en continu pour le développement et la construction de connaissances nouvelles. Le point 4, on parle de présence de personnes intermédiaires. On peut voir que la mobilisation des connaissances, il y a un peu l'idée d'une chaîne qui se crée avec des univers qui, sans se fusionner, sans complètement se mélanger, restent distincts, mais donc on peut peut-être besoin de certains maillons qui permettent une unification qui est plus harmonieuse. Donc, ça permet aux chercheurs de rester des chercheurs, ça permet aux praticiens de continuer de remplir leur mission principale, mais aussi de justement générer des activités où se retrouvent les deux groupes. Alors, on a besoin de ces personnes-là, des personnes qui, on dit, parlent les deux langues, on parle de personnes hybrides, on parle de personnes intermédiaires. C'est vraiment une spécialité qui se développe au fil des années et beaucoup des professionnels qu'on a vu apparaître dans les organisations, tant dans le monde universitaire que dans le monde de la pratique, sont ces personnes-là. Donc, des personnes qui développent des aptitudes à comprendre les différences, comprendre quelles peuvent être les tensions entre ces univers-là qu'ils essaient de mettre en commun. Donc, expérience, compréhension des milieux. Le point 5, l'informel. L'informel, en fait, dans ces démarches-là, est tout aussi important que le formel. C'est vraiment une construction d'une relation qui se fait chemin faisant. Alors, il y a vraiment l'idée d'itération dans les projets d'innovation sociale et de mobilisation de connaissances, et c'est ce qui les rend complexes également. C'est ce qui fait que ce sont des projets qu'on peut écrire au début, mais dont la fin n'est pas écrite à l'avance. On doit vraiment les vivre, si on veut, pour les terminer. Ça demande de la flexibilité, ça demande des règles
fonctionnement avec des règles non écrites. Donc, l'aspect informel est vraiment important. Ce n'est pas codifié à l'avance. On doit réussir à travailler dans ces cadres-là qui sont plus flous parfois que ceux avec quoi on est habitué de fonctionner, mais qui peuvent, comment dire, conduire au succès néanmoins. Le point 6, on parle de travailler dans un climat d'instabilité. Ben, c'est un peu ce que je viens de mentionner. Ayant moins de repères clairement définis, c'est sûr qu'on doit s'attendre à avoir un chemin qui soit moins balisé et même instable. Donc, si cet aspect-là de co-construction, hein, on parle aussi des fois de l'intelligence collective, peut parfois être la source de grand bonheur lorsque ça fonctionne, c'est certain qu'il y a une possibilité aussi qu'il y ait des flamèches, qu'il y ait des frictions. Et c'est un aspect qu'on ne peut pas complètement évacuer de la mobilisation de connaissances, c'est-à-dire qu'on a des milieux qui parfois partent de milieux d'endroits très différents pour se rejoindre dans un espace central, mais ça peut créer des éléments, des moments plus difficiles. Par ailleurs, avec le développement d'outils qu'on espère là, de plus en plus formalisés, comme on le disait tout à l'heure, on espère pouvoir faciliter ces relations-là et rendre la co-construction plus facile et du coup diminuer un peu l'instabilité. Ensuite, le point 7, on parle de travailler dans un environnement qui est caractérisé par la pluridisciplinarité, puis l'approche participative. Bien, vous le voyez depuis un peu le début de mon exposé, c'est vraiment un élément essentiel. Cette capacité-là de travailler avec autant des gens qui amènent des disciplines, je ne sais pas, l'anthropologie, la géographie, la sociologie. Donc, on a rarement des chercheurs d'une seule discipline ou même des praticiens qui sont formés dans une seule discipline. Alors, on se retrouve avec ce mélange des disciplines-là qui rajoute un peu une couche de complexité, mais c'est que la réalité ne se laisse pas enfermer dans une boîte. Alors, on a besoin de ces regards croisés-là pour réussir à résoudre ou à trouver des solutions plus durables aux problèmes complexes auxquels s'attaquent les groupes qui œuvrent en mobilisation des connaissances. Donc, ça prend des équipes plurielles, ça prend des approches qui sont participatives, qui permettront à chacun d'exprimer sa vision et qui accordera assez de temps pour permettre à ces visions-là, justement, de cohabiter et d'en arriver à de nouvelles solutions qu'on espère plus complètes que celles qui sont déjà encadrées dans des regards disciplinaires. Le point 8, on parle de faire les choses autrement, expérimenter, prendre des risques. Vous voyez, il y a une suite dans les idées. Alors, on parle des fois d'aménager une zone de confort. Bien, en mobilisation de connaissances, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir justement en sortir, parce que c'est souvent là que se passe la mobilisation de connaissances. Et bon, encore là, on va voir la proximité avec l'innovation sociale. On parle souvent que pour innover, il faut sortir de cet espace-là qui est confortable et qui n'a pas fonctionné. Alors, on doit sortir et réussir dans cet espace qui est inconnu, réussir à générer de nouvelles réponses. Ensuite, le point 9, engager son organisation dans un processus qui est complexe et exigeant. C'est un peu la résultante des différents points que j'ai vus précédemment. Et finalement, le point 10, on dit qu'il s'agit d'un processus à long terme. Que ce soit l'établissement de la relation au début, le rassemblement, le développement d'outils adaptés. Ensuite, le travail de dialogue, de discussion va vraiment être dans le long terme. Et parfois, c'est là que le bas blesse avec les financements des projets en mobilisation de connaissances, où on en arrive presque à générer si on veut, le fruit voulu à la fin, mais qu'on arrive avec un manque de financement en toute fin de projet. Et parfois, avoir cette petite rallonge-là qui nous permettrait vraiment de capitaliser au maximum, elle est manquante. Donc, de là, il y a un manque d'ajustement avec les structures de financement traditionnelles de la recherche ou des projets en général. Donc, cette nature itérative-là des projets de mobilisation de connaissances, elle est toujours présente. Rarement, on a des projets qui sont prédéfinis et qui se développent d'une façon là, tout à fait ordonnée, telle qu'il avait été prévu dans un premier temps. Alors, je vais m'arrêter ici pour le prochain bloc et voir avec Stéphane s'il n'y a pas de nouvelles questions. Parce que là, on est rendu à vraiment voir comment on peut utiliser ça pour faire. Juste avant de passer à la dernière période de questions, Luc, je voulais juste m'assurer, parce que s'il y a des gens qui doivent peut-être quitter, je voulais m'assurer qu'ils peuvent poser leurs questions, que nous, on est là une trentaine de minutes, même après, ceux qui veulent rester, il n'y a aucun problème.
Je voulais annoncer que le 25 janvier, 13h30, on a un autre webinaire en innovation sociale. Pour ceux que ça intéresse, c'est de rester au courant au niveau de nos réseaux sociaux. On va l'annoncer, tout ça. Et puis, s'il y a des personnes qui vont avoir plus d'informations sur le RQIS, Réseau québécois en innovation sociale, vous pouvez me téléphoner, m'écrire un courriel, ça va me faire plaisir. Donc, s'il y en a qui doivent quitter, je comprends. Et puis, l'autre chose, je vais envoyer un dernier petite question de sondage. Je suis désolée pour ça, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec le sondage. Je suis vraiment désolée pour ça et j'ai pris vos commentaires en note. Donc, je vais envoyer un dernier petit sondage par rapport à la mobilisation du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça nous ferait plaisir d'avoir vos réponses. Et puis, je laisse Stéphane et Luc pour la discussion. Merci. Alors, oui, j'ai des questions qui arrivent là, à l'instant, donc, mais je vais quand même y aller avec des questions que j'avais eues un peu avant, que je pense qui rentrent bien dans ce contexte-là. On comprend que c'est dans les bonnes pratiques dont tu parles, ou ce qui caractérise ce milieu-là. Ça s'adresse à la fois, évidemment, au milieu universitaire, au milieu de la pratique, mais en quoi c'est un avantage pour les deux de se donner cette espèce de charge supplémentaire? Quel est l'avantage stratégique de s'engager dans cette mobilisation des connaissances-là? Bien, d'une part, du côté de la recherche, je dirais, ce que veut ultimement un chercheur, c'est que les recherches qui sont développées, les savoirs scientifiques qui sont développés dans les règles de l'art, on veut qu'il y ait pénétration, on veut qu'il y ait utilisation de ces données probantes-là qui sont développées. Et en développant ce dialogue-là, vraiment tout en amont des projets, plutôt que de chercher un débouché pour des savoirs en fin de projet, une fois qu'ils sont développés, la chance de succès est de beaucoup plus grande. Même si les efforts sont importants, il demeure que c'est laisser un peu moins les choses entre les mains du hasard et plus prendre en main ses propres, si on veut, sa propre destinée ou la destinée de ses recherches. Donc, ça, c'est du côté de la recherche. Les avantages de s'investir davantage là-dedans, c'est d'être certain que cette recherche-là ne serait pas faite inutilement ou pour rester dans des cercles universitaires et ne venir que nourrir l'institution universitaire sans avoir de bénéfices sociaux. C'est sûr que quand on fait de la mobilisation de connaissances, on s'inscrit dans une volonté d'ouverture de l'université sur la société et de collaboration la plus grande de l'institution universitaire. Du point de vue des praticiens, ben c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que les connaissances qui sont développées sur le terrain et qui sont des connaissances tout à fait valables, mais peut-être pas aussi mises en valeur traditionnellement que la recherche universitaire, bon, qu'elles soient entendues, qu'elles soient mises à profit et aussi, bon, que ces praticiens-là puissent aussi avoir accès en faisant une comparaison de leur savoir à ceux de l'université, de nouvelles réponses. Les réponses sont parfois difficiles à développer en vase clos. On fait face à des enjeux qui semblent insolubles. Le fait d'ajouter le partenaire universitaire puis de développer un cadre qui permet un meilleur arrimage de ces différents regards-là, bon, peut être gagnant pour l'acteur d'un milieu de pratique qui a un accès plus facile à cause de cette relation-là qui est plus étroite avec l'universitaire. Donc, cet accès-là au savoir est facilité par ces démarches de mobilisation de connaissances. Et quelle est la différence entre ça et la recherche collaborative? Je dirais que on parle de la même chose, on est dans le même nuage de mots, on pourrait dire, c'est-à-dire que la recherche collaborative est une démarche en général de mobilisation des connaissances. Évidemment, la recherche collaborative, on ne sait pas encore le niveau de collaboration, si c'est une collaboration où on passe une commande au départ et on prend le livraison d'une recherche faite en vase clos par la suite. Ça peut être ça, comme ça peut aller à un niveau beaucoup plus avancé, c'est-à-dire qu'une collaboration où le design même du projet de recherche est fait en collaboration et tout au long, même, il y a peut-être collaboration, participation de chercheurs praticiens. Hein. On a cette catégorie-là qu'on a vu émerger au fil des dernières années, c'est-à-dire des praticiens qui ont une capacité, une compétence de faire de la recherche et le fait qu'on produise de plus en plus de docteurs, donc de détenteurs de doctorats et de gens qui ont des maîtrises qui vont non pas œuvrer dans le milieu universitaire, mais qui œuvrent dans les milieux de pratique, fait en sorte qu'il y a cette compétence-là de faire de la recherche qui est maintenant présente dans les milieux de pratique, puis la mobilisation de connaissances le capitalise à fond sur cette compétence-là qui a été beaucoup renforcée dans les dernières années. Donc, recherche collaborative, mobilisation de connaissances, on parle de trucs très similaires. Des fois, c'est une question de vocabulaire utilisé dans un milieu plus que dans un autre.
Merci. Et qu'en est-il quand on arrive en fin de processus, d'outils d'évaluation des résultats du processus en tant que tel et quelles sont aussi les mesures d'impact du processus? Donc, qu'est-ce que ça donne? Il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment pour, tout comme en innovation sociale d'ailleurs, pour essayer d'améliorer les outils d'évaluation parce qu'on sent une petite faiblesse de ce côté-là. Donc, une capacité de voir justement jusqu'à quel point les efforts précisément se sont traduits en changement des pratiques, en évolution, disons, du corps législatif, en de nouvelles lois, en de nouveaux règlements, des choses comme ça. Donc, on a encore un peu de difficulté parce que souvent, les effets se font sentir beaucoup plus tard dans le processus et même au-delà du projet lui-même. C'est plusieurs années plus tard qu'on voit un réel changement sur le terrain. Alors, c'est difficile dans ces moments-là. Alors qu'on doit faire l'évaluation à la fin d'un projet de recherche, tous les fruits ne sont pas arrivés à maturité. Il y a cette complexité-là qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre et c'est aussi encore une question de financement qui fait qu'on devra trouver des façons de financer des projets qui permettent a posteriori de voir comment se sont conclus des projets de mobilisation de connaissances puis quels fruits ils ont portés. Mais en ce moment, je dirais, il y a du travail qui se fait là-dessus parce que c'est encore une faiblesse. Et puis, on n'arrive pas encore à vraiment pleinement montrer avec données à l'appui l'impact de la mobilisation de connaissances. C'est encore beaucoup dans le ressenti, on est convaincu, mais il manque encore de recherche sur ce plan. Est-ce que c'est ça qui fait que, dans le fond, on a, après un certain nombre d'années de mobilisation de connaissances, fait que il y a encore des lacunes dans la formalisation? Est-ce que c'est en lien avec ce que tu viens de parler? Je pense que oui, en effet. C'est quand on réussira à mieux évaluer, c'est-à-dire non pas seulement évaluer le fruit des recherches, des travaux, mais également l'évaluation du processus lui-même, de comment on a conduit les recherches, de comment on a réussi à unir les forces et tout ça. Quand on reverra mieux, puis les recherches qui sont faites sur ces processus-là, sur les différentes initiatives, les études de cas et tout ça, on arrivera assurément à renforcer les outils. Plus on porte notre regard là-dessus, plus on a des chances de trouver où il y a eu des faiblesses, où il y a des forces qu'on doit essayer de répéter et peut-être d'adapter dans d'autres circonstances. Mais je pense que ça va nécessairement être renforcé. Là. On regarde dans la bonne direction en ce moment pour renforcer tout ce mécanisme-là. Puis, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on développe aussi des formations, on essaie de renforcer les compétences, tant du côté de la recherche que de la pratique, pour qu'on ait des acteurs mieux outillés pour faire de meilleurs projets de mobilisation de connaissances. On se demande si, dans le fond, ça, c'est pas un élément fondamental là, du contexte de la mobilisation citoyenne plutôt que du contexte actuel. Donc, c'est intrinsèque plutôt que d'être extrinsèque. Est-ce que c'est lié à la façon dont c'est fait, qu'il y a un climat d'instabilité, il y a une difficulté de financement? C'est une bonne question. Je pense qu'on part de loin. Le financement n'était pas du tout conçu pour des projets de ce genre-là. Le contexte actuel, de crise et tout ça, est-ce que ça favorise ou ça entrave le bon déroulement? C'est difficile à dire. En même temps, on sait que ça apporte plus de fruits, ce type de recherche-là, c'est-à-dire des fruits qui sont plus durables et tout ça. En même temps, c'est plus coûteux parce que ça demande plus d'efforts et tout ça, puis il y a des fois plus de tâtonnements. Et alors, c'est un peu embêtant, mais est-ce que c'est contextuel? Je pense qu'on peut dire qu'on est passé aussi l'effet de mode, si on veut. C'est depuis déjà 2005 qu'on utilise le vocable mobilisation de connaissances. Puis même, comme je l'ai dit, il y a des racines qui vont encore plus loin dans le temps. Donc, on est vraiment loin d'un élément qui est pure mode. Je pense qu'on va vraiment vers un nouveau visage de l'institution universitaire quand on parle de mobilisation des connaissances. Ça fait vraiment partie de ce décloisonnement de l'université. La mobilisation de connaissances, c'est vraiment un véhicule là, exceptionnel dans ce cas-là. Peut-être une dernière question qui puis va à élargir. Donc, l'étude porte, je pense, au Québec, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a au niveau international là, de ça? Là, quelles sont peut-être les bonnes pratiques, l'étendue de cette pratique-là? Ça va être très intéressant de voir, en fait, on sait peu. Notre étude se base, oui, sur le Québec, mais un peu aussi à l'extérieur, puisqu'on a vu un peu le fruit du travail de chercheurs québécois, comme je l'ai dit, qui travaillent un peu à l'extérieur du Québec. Et aussi, on a triché un peu, on a débordé un peu du côté ontarien puis du côté du Nouveau-Brunswick pour aller voir notamment, par exemple, les travaux qui se font à l'Institut Montfort, donc qui font du très beau boulot en mobilisation des connaissances. Donc, on a commencé à voir, on voit un peu, mais et certains,
certaines personnes ont beaucoup développé des trucs en Afrique de l'Ouest, notamment. On a eu beaucoup de connexions qui sont faites, que je sache, entre l'Université de Montréal. Alors, on apprend à se connaître, on apprend à voir ce qui se fait ailleurs, mais il y a encore un dialogue, somme toute, limité. On apprend, je pense, à développer ça, ces interactions-là entre les différentes sphères, mais on espère que le diagnostic qui a été fait ici au Québec, justement, une des annexes du document, vous le verrez, c'est une liste de vérification pour reproduire un tel diagnostic dans une autre zone, dans un autre territoire, en espérant que cette expérience-là sera reprise et apportera une image peut-être plus claire, plus complète, comme on essaie de le faire ici, sur d'autres territoires et pourquoi pas entamer un dialogue pour voir les similitudes, les différences, puis comment on pourrait apprendre les uns des autres. Mais on est encore, là, on s'est tourné vers nous d'abord pour mieux pouvoir s'expliquer vers l'extérieur. Et ensuite, on pourrait porter notre regard vers l'extérieur. On serait ravis d'entamer un dialogue sur ce plan-là pour voir quelles comparaisons peuvent être établies. J'ai un commentaire que je pourrais passer là, qui dit que quelqu'un où l'OTS a représenté à Séoul, comme je lis, là, donc l'OTS a suscité l'intérêt de partenaire à Séoul puis à Barcelone, donc de présenter des éléments. Ben, oui. Si on parle, si on parle alors d'initiative personnelle, je peux dire que j'ai présenté au Mexique, en Colombie, puis aussi au Panama sur des éléments de mobilisation de connaissances. Donc, on pousse quand même. Il y a certains fils qui se tissent entre les nations, entre les territoires là, à l'échelle du globe, mais c'est des petites initiatives comme ça. On est encore à développer les liens les plus... J'ai une question très précise en terminant, je vous la lis, je pense que ça va être... si vous aviez à créer un formulaire de financement parfaitement adapté à un contexte de mobilisation des connaissances, quels éléments seraient ajoutés au formulaire? Oh là là! Ah, je commence à perdre le fil. Là, je n'ai pas bien entendu la question. C'est une question très difficile. C'est une question difficile. En fait, je pense peut-être qu'il pourrait y avoir là où le bas blesse beaucoup dans les formulaires de demande de subvention, c'est que c'est un aspect qu'on ne peut pas voir. En fin de processus, c'est la rallonge, c'est le petit bout manquant qui, presque d'aucune façon, on peut le prévoir au préalable. Donc, c'est peut-être trouver une façon de garder une certaine ouverture dans les enveloppes ou de pouvoir avoir une rallonge qui permet de compléter le travail. Donc, il y a peut-être cet aspect-là. Peut-être que dans certains projets, on arrive à mieux voir qu'il y aura conclusion du projet, mais dans d'autres projets, je pense qu'il y a assez facilement, on peut se prononcer en disant qu'on ne voit pas la fin. On se projette dans le futur, mais on ne sait pas comment on va atterrir. Donc, c'est peut-être cette capacité-là de se prendre une option pour une rallonge ou je ne sais pas, mais essayer de penser en termes de temporalité, là, assurément. Il y a des projets qui demandent à avoir une fin plus ouverte. C'est ce que je pourrais répondre là, spontanément, mais c'est une question assez complexe et difficile. Merci, j'imagine bien. J'ai une question technique. On demande si la présentation va être disponible après. Oui, on a enregistré, sauf peut-être quelques petites minutes au départ, mais on compte la rendre disponible là, prochainement. Rester au fait des activités du RQIS. On va voir sous quel format on la rend disponible dans un format qui va être, on veut, le plus digeste et le plus facilement accessible possible. Mais rester à l'écoute, c'est dans nos intentions de rendre le tout disponible. On demande à la fois pour la présentation, mais aussi le PowerPoint là, que les gens semblent avoir apprécié. Oui, alors voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Stéphane. De mon côté. Voilà, je te laisse conclure. Merci à tous. Et 29, je sais que certains d'entre vous doivent déjà retourner vers d'autres tâches et tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir de vous exposer quelques bribes de ce document-là. Comme je vous l'ai mentionné, il sera rendu disponible. Il n'y a pas de date prévue encore précisément, mais ce sera en début 2021, assurément. Restez à l'écoute, vous en entendrez parler davantage. Merci infiniment.